Le 23 avril 1983, 2 jours avant ce qui devait être le plus beau jour de sa vie, Élise Fontaine disparaissait sans laisser de traces dans les rues ensoleillées de Monaco. 28 ans, professeur de piano respecté, fiancée à l'un des architectes les plus prometteurs de la principauté, elle s'évaporait en plein jour, abandonnant derrière elle une alliance de fiançailles sur un banc du port Hercule. Pendant 2 décennies, sa famille vivrait dans l'angoisse de ne jamais savoir ce qui lui était arrivé. Mais en 2003, lors de travaux de rénovation de la chapelle Sainte-Dévote, où devait se célébrer son mariage, des ouvriers feraient une découverte glaçante à l'intérieur du confessionnal. Une alliance gravée de 2 initiales entrecroisées, celle qu'Élise devait recevoir le jour de ses noces, cachée dans une fissure du bois ancien. Comment l'alliance de mariage d'une femme disparue depuis 20 ans pouvait-elle se trouver enfermée dans le lieu même où elle devait prononcer ses vœux? Et surtout, qui l'avait placée là? Et pourquoi? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Monaco, au début des années 80, était une principauté en pleine transformation. Le quartier de Fontvieille s'étendait sur la mer grâce aux travaux de remblaiement, les tours modernes poussaient aux côtés des bâtiments Belle Époque et la vie culturelle s'épanouissait dans cette enclave de moins de 2 km², coincée entre la France et la Méditerranée. C'était un territoire où tout le monde se connaissait, où les secrets étaient difficiles à garder, où une disparition semblait tout simplement impossible. Élise Fontaine avait grandi à Beausoleil, la commune française qui surplombe Monaco, dans un petit appartement avec vue sur le rocher. Fille unique de Marguerite Fontaine, une couturière qui avait élevé sa fille seule après le départ du père quand Élise avait 3 ans, elle avait toujours été une enfant discrète et studieuse. À 10 ans, elle avait découvert le piano lors d'un concert gratuit au Théâtre des Variétés, et cette rencontre avait changé le cours de son existence. Marguerite, malgré des moyens limités, avait tout sacrifié pour que sa fille puisse suivre des leçons au Conservatoire de Nice. À 28 ans, en ce printemps 1983, Élise enseignait le piano à une 15aine d'élèves dans un petit studio qu'elle louait rue Grimaldi, au cœur de Monaco. Ces élèves venaient de familles aisées de la principauté, et elle s'était bâtie une réputation solide grâce à sa patience et son approche pédagogique sensible. Elle vivait toujours avec sa mère à Beausoleil, faisant chaque jour le trajet en bus jusqu'à son studio, une routine qu'elle chérissait car ces 15 minutes lui permettaient de préparer mentalement ses cours. Laurent Chevrier, lui, venait d'un milieu bien différent. Fils d'un promoteur immobilier installé à Monaco depuis les années 60, il avait grandi dans une villa du quartier du Jardin Exotique, fréquenté les meilleures écoles et, après ses études d'architecture à Paris, était revenu travailler dans l'entreprise familiale. À 31 ans, il supervisait plusieurs projets de construction dans la Principauté et sur la Côte d'Azur. Grand, élégant, avec une assurance tranquille que lui donnait sa position sociale, Laurent était considéré comme l'un des meilleurs partis de Monaco. Leur rencontre, 2 ans plus tôt, avait eu lieu de manière presque banale. Laurent cherchait un professeur de piano pour sa nièce, la fille de sa sœur aînée, et on lui avait recommandé Élise. Il était venu assister à la première leçon, et quelque chose dans la douceur avec laquelle elle guidait les petites mains sur le clavier l'avait touché. Il était revenu la semaine suivante, puis celle d'après, prétextant vouloir suivre les progrès de sa nièce. Au bout d'1 mois, il avait rassemblé son courage pour l'inviter à dîner. Leur relation avait surpris beaucoup de monde. Laurent, habitué aux mondanités de Monaco, aux soirées au casino, aux dîners dans les restaurants étoilés, et Élise, discrète, presque timide, qui préférait les promenades sur le sentier du bord de mer aux événements mondains. Mais ceux qui les voyaient ensemble comprenaient rapidement ce qui les unissait, une complicité tranquille, un respect mutuel profond et surtout une capacité à se comprendre sans avoir besoin de beaucoup de mots. Les fiançailles avaient été célébrées en novembre 1982,
lors d'un dîner intime dans l'appartement de la famille Chevrier. La mère de Laurent, Simone, une femme élégante mais froide, avait accueilli Élise avec une politesse distante. Elle avait espéré un mariage plus avantageux pour son fils, une alliance avec une famille influente de la région. Mais devant la détermination de Laurent, elle s'était résignée, gardant ses réserves pour elle-même, du moins en apparence. Cécile Garnier, la meilleure amie d'Élise depuis le lycée à Nice, devait être sa témoin. Professeure de français dans un collège de Menton, Cécile et Élise s'étaient soutenues mutuellement à travers toutes les épreuves de leur jeunesse. Quand le père d'Élise était parti, c'était Cécile qui était venue dormir chez elle pendant des semaines. Quand Cécile avait perdu son premier amour dans un accident de moto, c'était Élise qui l'avait accompagnée jour après jour dans son deuil. Leur amitié était de celles qu'on forge dans l'adversité, solide comme le roc de Monaco. Le mariage était prévu pour le 25 avril 1983, un lundi, dans la chapelle Sainte-Dévote, ce petit sanctuaire niché au pied du rocher, dédié à la sainte patronne de Monaco. Ce n'était pas la cathédrale imposante où se marièrent les princes, mais une chapelle intime, parfaite pour une cérémonie simple et sincère. Élise avait choisi ce lieu non par grandeur, mais par attachement. Enfant, elle venait souvent allumer des cierges avec sa mère dans cette chapelle, priant pour que son père revienne. Il n'était jamais revenu, mais la chapelle était restée pour elle un lieu de paix. Les préparatifs avaient occupé les derniers mois. Marguerite confectionnait elle-même la robe de mariée, une création simple mais élégante en soie ivoire. Laurent supervisait les derniers détails de leur futur appartement dans le quartier de la Condamine, qu'il devait emménager après le voyage de noces en Italie. Tout semblait suivre son cours naturel, une succession de jours heureux menant vers un avenir prometteur. Mais sous cette surface paisible, des courants invisibles commençaient déjà à troubler les eaux tranquilles de cette préparation de mariage. Le matin du 23 avril 1983 s'était levé sous un ciel d'un bleu éclatant, typique de ces journées de printemps sur la côte d'Azur, où la lumière semble tout transformer en carte postale. Élise s'était réveillée vers 7 heures, comme chaque jour, dans la petite chambre qu'elle occupait depuis l'enfance dans l'appartement de Beausoleil. Par la fenêtre, elle pouvait voir le rocher de Monaco se dresser dans la lumière matinale, la cathédrale au sommet brillant de blancheur. Marguerite préparait déjà le café dans la cuisine minuscule, et l'odeur avait tiré Élise du lit. Sa mère lui avait souri en la voyant apparaître, remarquant les cernes légers sous ses yeux. « Tu as mal dormi, ma chérie ?» Élise avait haussé les épaules, attribuant son agitation à l'excitation des préparatifs. Dans 2 jours, elle serait Madame Chevrier. L'idée lui semblait encore irréelle. Elles avaient pris leur petit déjeuner ensemble, parlant des derniers détails. La robe était terminée, suspendue dans la chambre de Marguerite sous une housse protectrice. Les fleurs seraient livrées le matin du mariage. Le traiteur avait confirmé pour le déjeuner qui suivrait la cérémonie dans un restaurant du port. Tout était prêt, mais Élise semblait distraite, regardant souvent par la fenêtre, tournant sa cuillère dans son café sans le boire. « Quelque chose te tracasse ?» avait demandé Marguerite, posant sa main sur celle de sa fille. Élise avait secoué la tête avec un sourire qu'elle voulait rassurant. « Non, maman, c'est juste beaucoup d'émotions. » Mais Marguerite connaissait sa fille. Elle voyait bien que quelque chose la préoccupait, une ombre dans son regard qui n'y était pas quelques jours auparavant. Elle n'avait pas insisté, se disant que le stress pré-mariage était normal, que tous les doutes s'envoleraient une fois qu'Élise serait devant l'autel. Vers 9h30, Élise s'était habillée simplement. Un jean, un chemisier blanc, des sandales plates. Elle avait expliqué à sa mère qu'elle devait passer récupérer quelque chose chez Cécile à Monaco, puis faire quelques courses de dernière minute. Elle rentrerait pour le déjeuner. Marguerite avait proposé de l'accompagner, mais Élise avait insisté pour y aller seule. « J'ai besoin d'un peu d'air, maman, de marcher, de réfléchir. » Elle avait embrassé sa mère sur le front, geste qu'elle faisait rarement, puis était partie avec son petit sac en bandoulière beige. Madame Albertini,
La voisine du 3e étage, qui descendait faire ses courses au même moment, l'avait croisée dans l'escalier. Elle témoignerait plus tard avoir trouvé Élise pâle, presque absente, mais avait mis cela sur le compte du stress du mariage imminent. Elles avaient échangé quelques mots sur le temps magnifique, puis Élise était sortie dans la rue. À 10h15, elle était montée dans le bus numéro 1 direction Monaco, celui qui longeait la corniche offrant une vue spectaculaire sur la mer. Le chauffeur, Monsieur Rinaldi, la connaissait de vue car elle prenait ce bus presque tous les jours depuis des années. Il remarquerait plus tard qu'elle s'était assise à sa place habituelle côté fenêtre, mais qu'au lieu de regarder le paysage comme d'habitude, elle fixait ses mains sur ses genoux. Sur son annulaire gauche brillait l'alliance de fiançailles que Laurent lui avait offerte, une bague simple en or blanc avec un petit diamant. Le trajet durait environ 20 minutes. À 10h35, une caméra de surveillance d'une banque de la place d'Armes l'avait filmé descendant du bus. Ces images, floues et en noir et blanc, comme toutes celles de l'époque, deviendraient les dernières traces visuelles confirmées d'Élise Fontaine vivante. On la voyait marcher d'un pas décidé, son sac en bandoulière, se dirigeant vers le port. À 10h50, elle était entrée dans une boulangerie de la rue Grimaldi, pas loin de son studio de musique. La vendeuse, mademoiselle Rossi, se souvenait d'elle parce qu'Élise avait acheté 2 pains au chocolat, alors qu'elle ne prenait d'habitude qu'un croissant. Elle semblait préoccupée, mais souriante. Elle a demandé si je serais au mariage. Je lui ai dit que non, que je ne la connaissais pas assez, et elle a ri, disant que ça ne faisait rien, que ce serait une petite cérémonie de toute façon. Entre 11h et midi, personne ne pouvait dire avec certitude où se trouvait Élise. Plusieurs personnes affirmèrent l'avoir vue marcher le long du port, d'autres près de la chapelle Sainte-Dévote. Un jardinier qui travaillait dans les jardins Saint-Martin témoigna avoir vu une jeune femme, correspondant à sa description, assise sur un banc, regardant la mer, mais il ne pouvait être sûr que c'était elle. Ce qui est certain, c'est qu'à 12h27, un jogger nommé André Palazzo découvrait une alliance de fiançailles posée bien en évidence sur un banc du port Hercule, celui qui faisait face aux yachts amarrés, pas jeté, pas tombé accidentellement, mais posé délibérément, comme un message. À côté de la bague, rien. Pas de mots, pas d'explication. Juste l'anneau d'or blanc brillant sous le soleil méditerranéen. Palazzo, intrigué, avait ramassé la bague, remarquant la gravure à l'intérieur, elle en est, 20 novembre 1982, la date des fiançailles. Il l'avait apporté au poste de police de Monaco 1 heure plus tard, pensant qu'il s'agissait d'un simple objet perdu. À ce moment-là, personne ne savait encore qu'Élise Fontaine avait disparu. C'est Marguerite qui avait donné l'alerte. Quand 14 heures étaient passées sans qu'Élise rentre déjeuner, elle avait commencé à s'inquiéter. Ce n'était pas dans les habitudes de sa fille. Elle avait téléphoné chez Cécile à Monaco, mais personne n'avait répondu. Elle avait attendu encore 1 heure, se disant qu'Élise avait peut-être rencontré une amie, qu'elle avait perdu la notion du temps. Mais à 15h30, l'angoisse avait pris le dessus. Elle avait appelé Laurent. Laurent avait d'abord tenté de la rassurer. Élise était peut-être chez le coiffeur, ou en train de régler un dernier détail pour le mariage. Mais dans sa voix, Marguerite entendait aussi une pointe d'inquiétude. Il avait promis de passer quelques coups de fil. À 16h, n'ayant toujours aucune nouvelle, il s'était rendu au commissariat central de Monaco pour signaler la disparition de sa fiancée. L'inspecteur Pascal Lenoir, un homme méthodique de 45 ans qui travaillait pour la sûreté publique de Monaco depuis 20 ans, avait pris la déposition. Dans une principauté aussi petite, les disparitions étaient extrêmement rares. Il avait noté tous les détails fournis par Laurent. Description physique d'Élise, vêtements qu'elle portait ce matin-là, ses habitudes, les lieux qu'elle fréquentait. Puis Laurent avait mentionné l'alliance de fiançailles qu'elle ne quittait jamais. Le noir s'était figé. Une alliance retrouvée le matin même au port. Il était allé vérifier dans le tiroir des objets trouvés, avait lu la gravure et son sang s'était glacé. Il avait immédiatement compris que cette disparition n'était pas un simple retard.
L'alliance posée délibérément sur ce banc était un message. Mais lequel? Suicide? Fugue? Enlèvement? À partir de ce moment, la machine policière s'était mise en branle avec l'urgence que dictait une disparition inquiétante en plein jour. Les premières 48 heures qui suivirent la disparition d'Élise furent un tourbillon d'activités fébriles. La sûreté publique de Monaco, bien que compétente, n'avait que rarement à gérer des cas de cette ampleur. L'inspecteur Lenoir coordonna immédiatement les recherches avec la police nationale française de Beausoleil et de Nice, car la frontière entre Monaco et la France était si poreuse qu'Élise pouvait facilement se trouver de l'autre côté. Des équipes ratissèrent le port, les plages, les jardins, les parkings souterrains. Des plongeurs explorèrent les eaux du port Hercule pendant 3 jours, cherchant un corps qui ne fut jamais retrouvé. Des hélicoptères survolèrent la côte, des chiens pisteurs suivirent des traces qui menaient nulle part. Chaque poubelle, chaque recoin de la principauté fut inspecté. Rien. Élise Fontaine s'était volatilisée. Le mariage prévu pour le 25 avril fut évidemment annulé. La chapelle Sainte-Dévote, qui devait accueillir la cérémonie, resta fermée ce jour-là par respect. Laurent, effondré, passait ses journées entre le commissariat et les recherches sur le terrain, refusant de manger, de dormir, hanté par l'image de cette alliance abandonnée sur le banc. Marguerite, elle, sombra dans un silence terrible, comme si les mots avaient perdu tout sens face à l'absence de sa fille unique. Cécile Garnier fut interrogée longuement. Elle expliqua qu'elle n'avait pas vu Élise depuis 3 jours, qu'elle devait se retrouver la veille du mariage pour une dernière répétition à la chapelle. Elle semblait sincèrement dévastée, pleurant pendant toute sa déposition. Lenoir nota cependant quelque chose d'étrange. Quand il lui demanda si Élise lui avait semblé inquiète ou préoccupée ces derniers temps, Cécile hésita une fraction de seconde avant de répondre que non, que tout allait bien. Cette hésitation resta gravée dans l'esprit de l'inspecteur, mais il n'avait aucune raison concrète de soupçonner la meilleure amie. Les théories se multiplièrent rapidement. La première, celle du suicide, semblait la plus probable au vu de l'alliance abandonnée. Peut-être Élise avait-elle eu peur de ce mariage, de cette nouvelle vie qui l'attendait dans un milieu social différent du sien. Peut-être avait-elle ressenti le poids des attentes, la distance froide de sa future belle-mère, la pression de devenir quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle aurait pu se jeter du haut des falaises ou se noyer volontairement. Mais aucun corps ne fut retrouvé. Et ceux qui connaissaient Élise juraient qu'elle n'était pas le genre de personne à abandonner sa mère, à qui elle était si profondément attachée. La deuxième théorie, celle de la fugue, fut également explorée. Peut-être Élise avait-elle simplement voulu partir, recommencer ailleurs, loin de Monaco, loin de cette vie tracée d'avance. Lenoir vérifia toutes les gares, tous les aéroports de la région. Aucune trace d'Élise Fontaine n'avait été enregistrée. Son compte bancaire, avec ses modestes économies, ne fut jamais touché. Son passeport était resté dans l'appartement de Beausoleil. La troisième théorie, plus sombre, était celle de l'enlèvement ou du meurtre. Mais pour quel motif? Élise n'avait pas d'ennemis connus. Elle vivait simplement, enseignait le piano à des enfants, ne fréquentait pas le milieu mondain de Monaco où des jalousies auraient pu naître. Lenoir interrogea néanmoins Laurent de manière approfondie, comme le protocole l'exigeait. Le fiancé avait un alibi solide. Le matin de la disparition, il était en réunion dans les bureaux de l'entreprise familiale, avec 6 personnes qui confirmèrent sa présence de 9 heures à 13 heures. Sa sincère détresse semblait aussi exclure toute implication. Les semaines devinrent des mois. L'été 1983 arriva, transformant Monaco en fourmilière touristique, et les recherches actives diminuèrent progressivement, faute de nouvelles pistes. Le dossier d'Élise Fontaine resta ouvert, mais glissa peu à peu vers le fond d'un tiroir, rejoint par d'autres affaires non résolues. Marguerite refusa de retourner à son travail de couturière. Comment aurait-elle pu reprendre une vie normale, alors que sa fille unique était quelque part, morte ou vivante, sans qu'elle le sache? Elle passait ses journées à l'appartement de Beausoleil, fixant la porte d'entrée, comme si Élise allait la franchir à tout moment.
Les voisins lui apportèrent de la nourriture qu'elle touchait à peine. En 6 mois, elle perdit 15 kilos. Ses cheveux, autrefois châtain clair, devinrent complètement blancs. Laurent tenta de reprendre son travail, mais son cœur n'y était plus. Il supervisait des chantiers d'un œil distrait, prenait des décisions par automatisme. Le soir, il errait dans les rues de Monaco, repassant sans cesse par les endroits où Élise avait été vue pour la dernière fois. Le banc du port Hercule devint son lieu de pèlerinage quotidien. Il s'y asseyait, regardait les yachts et tentait de comprendre ce qui s'était passé dans la tête de sa fiancée ce matin-là. Sa mère, Simone Chevrier, suggéra doucement, après plusieurs mois, qu'il était temps de tourner la page. « La vie continue, Laurent. Tu es jeune. Élise aurait voulu que tu sois heureux. » Mais Laurent ne pouvait pas. Tourner la page signifiait accepter qu'Élise était morte, et il n'avait aucune preuve de cela. Tant qu'il n'aurait pas vu son corps, tant qu'il ne saurait pas ce qui s'était passé, il resterait dans ces limbes terribles de l'incertitude. Cécile, elle, avait quitté son poste d'enseignante à Menton quelques mois après la disparition. Elle expliqua qu'elle ne supportait plus de rester dans la région, que tout lui rappelait Élise. Elle partit s'installer à Lyon, où elle trouva un nouveau poste dans un collège. Elle écrivait régulièrement à Marguerite des lettres pleines de compassion et de souvenirs d'Élise, mais elle ne revint jamais à Monaco. Quand Marguerite lui proposait de venir lui rendre visite, elle trouvait toujours une excuse. Cette distance physique ne fit qu'accentuer le sentiment de perte de Marguerite, qui perdait non seulement sa fille, mais aussi la personne qui la connaissait le mieux. Les années passèrent avec cette cruelle lenteur que seule la douleur sans réponse peut infliger. 1984, 1985, 1986. Monaco changeait, se modernisait, de nouveaux immeubles s'élevaient, de nouvelles routes étaient percées, mais pour ceux qui avaient connu Élise, le temps semblait figé à ce 23 avril 1983. En 1987, Laurent se maria finalement avec une femme qu'il avait rencontrée à Paris, lors d'un congrès d'architecture. Ce n'était pas l'amour passionné qu'il avait connu avec Élise, mais une affection tranquille, un besoin de ne plus être seul avec ses fantômes. Ils eurent 2 enfants. Il ne parlait jamais d'Élise à sa nouvelle famille, mais chaque 23 avril, sa femme le trouvait silencieux et absent, et elle savait pourquoi. Marguerite, elle, ne se remit jamais vraiment. Elle continuait à vivre dans l'appartement de Beausoleil, gardant la chambre d'Élise exactement comme elle l'avait laissée ce dernier matin. Les années transformèrent son attente fébrile en une acceptation résignée. Elle ne croyait plus qu'Élise reviendrait, mais elle ne pouvait pas non plus faire son deuil sans corps, sans certitude. Elle vivait dans un entre-deux permanent, un purgatoire émotionnel dont elle ne sortirait jamais vraiment. L'inspecteur Lenoir prit sa retraite en 1995, mais le dossier Élise Fontaine continua de le hanter. C'était son seul échec majeur en 30 ans de carrière. Avant de partir, il avait transmis tous les éléments à son successeur en insistant pour que le dossier reste actif, même symboliquement. Quelque part, il savait que la vérité existait, que quelqu'un, quelque part, savait ce qui était arrivé à cette jeune femme. Mais sans nouveaux éléments, sans pistes concrètes, que pouvait faire la police? Et ainsi, 20 ans s'écoulèrent. 20 années pendant lesquelles Élise Fontaine devint une légende locale, l'histoire qu'on racontait aux nouveaux arrivants à Monaco, le mystère jamais résolu qui planait sur la principauté. Sa photo, celle qui avait été diffusée partout en 1983, jaunissait dans les archives de la sûreté publique. Et la vie, comme elle le fait toujours, continuait pour tout le monde, sauf pour ceux qui restaient prisonniers de ce 23 avril éternel. L'année 2003 marqua le 150e anniversaire de la chapelle Sainte-Dévote, ce petit sanctuaire au cœur de Monaco qui avait traversé les siècles sans presque changer. Pour célébrer cet anniversaire, l'archevêché de Monaco décida d'entreprendre des travaux de rénovation importants. La chapelle, bien qu'entretenue régulièrement, montrait les signes du temps. Des infiltrations d'humidité dans les murs, des fissures dans certaines pierres, et surtout le confessionnal en bois du XIXe siècle qui nécessitait une restauration complète.
L'entreprise Benedetti Restauration, spécialisée dans la conservation du patrimoine religieux, fut choisie pour superviser les travaux. C'était une petite entreprise familiale de Menton, dirigée par Enzo Benedetti, un artisan de 62 ans, dont le père et le grand-père avaient déjà travaillé sur des églises de la région. Enzo prenait son métier très au sérieux, considérant chaque intervention comme un dialogue avec l'histoire. Les travaux commencèrent au début du mois de mars 2003. La chapelle fut fermée au public pour la durée des rénovations, estimée à 3 mois. Les premiers jours furent consacrés à l'installation des échafaudages, à la protection des œuvres d'art et à l'évaluation détaillée de l'état de chaque élément architectural. Le confessionnal, situé dans un recoin ombragé près de l'entrée latérale, était une pièce magnifique de menuiserie néo-gothique, avec des panneaux sculptés représentant des scènes bibliques. En l'examinant de près, Enzo constata que les dommages étaient plus importants que prévu. Le bois avait souffert de l'humidité constante, certains panneaux s'étaient déformés, et il faudrait démonter entièrement la structure pour la traiter correctement. Le 12 mars, par une matinée encore fraîche où la lumière filtrait doucement à travers les vitraux, Enzo et son assistant Marco commencèrent le démontage du confessionnal. Ils travaillaient avec précaution, numérotant chaque pièce pour pouvoir les réassembler dans le bon ordre après restauration. Les panneaux latéraux furent retirés en premier, puis la cloison centrale qui séparait le prêtre du pénitent. C'est en démontant le siège côté prêtre qu'Enzo remarqua quelque chose d'inhabituel. Le bois, sous l'assise, présentait une fissure qui ne semblait pas naturelle, trop régulière, comme si elle avait été créée volontairement puis refermée. Il passa ses doigts dessus, sentant une légère dépression. « Marco, apporte-moi la lampe torche. » Éclairant l'intérieur de la fissure, Enzo aperçut un éclat métallique. Son cœur s'accéléra. En 40 ans de métier, il avait trouvé des choses étranges dans les vieux meubles d'église. Des pièces de monnaie anciennes, des médailles religieuses, une fois même un chapelet du XVIIe siècle. Mais cet éclat était différent, plus moderne, trop brillant pour être ancien. Avec des gestes délicats, il élargit légèrement la fissure en utilisant un petit ciseau à bois. Le panneau céda facilement, révélant une cavité creusée dans l'épaisseur du bois. Et là, nichée dans ce cachette improvisé, se trouvait une alliance en or. Pas un simple anneau ancien, mais une bague qui brillait encore, manifestement placée là bien plus récemment que la construction du confessionnal. Enzo la prit avec précaution, la tenant dans sa paume calleuse. C'était une alliance classique en or jaune, de taille féminine. Il la tourna vers la lumière et aperçut une gravure à l'intérieur. Plissant les yeux, il lut « A&L, 25 avril 1983 ». Marco, qui regardait par-dessus son épaule, siffla doucement. C'est une alliance de mariage, et récente, comparée à l'âge du confessionnal. Enzo fronça les sourcils. 25 avril 1983. Il y avait 20 ans exactement. Pourquoi quelqu'un aurait-il caché une alliance de mariage dans un confessionnal? Et surtout, comment était-elle arrivée là? Il avait vu l'état du bois avant de l'ouvrir. La cavité avait été créée délibérément, le panneau replacé avec soin. Ce n'était pas un objet tombé accidentellement dans une fissure naturelle. Quelqu'un avait voulu cacher cette alliance, la faire disparaître. Son devoir était clair. Il enveloppa soigneusement la bague dans un mouchoir propre et demanda à Marco de continuer les relevés pendant qu'il se rendait au commissariat central de Monaco, situé à quelques centaines de mètres de là. Au commissariat, l'officier de permanence, un jeune homme d'une trentaine d'années qui n'était pas né en 1983, écouta Enzo avec un intérêt poli, mais sans réelle excitation. Des objets trouvés dans des lieux de culte, ce n'était pas rare. Il prit néanmoins l'alliance, nota les détails fournis par Enzo et promit de faire des vérifications. Ce fut le lieutenant Sophie Arnaud, arrivé à Monaco 3 ans plus tôt, mais passionné par les affaires non résolues, qui fit le lien. En consultant la base de données des objets trouvés historiques pour enregistrer l'alliance, elle tomba sur une entrée datant de 1983, une alliance de fiançailles, gravée L en E,
20 novembre 1982, retrouvé sur un banc du port Hercule le 23 avril 1983. Cette entrée était liée à un dossier de disparition. Élise Fontaine. Sophie ouvrit le dossier physique, conservé dans les archives du commissariat. Les photos d'Élise, jaunies par le temps, lui montrèrent une jeune femme au visage doux, aux yeux intelligents. Elle lut le rapport de disparition, les différentes pistes explorées, l'impasse dans laquelle l'enquête s'était retrouvée. Puis, elle examina à nouveau l'alliance trouvée par Enzo. Les initiales correspondaient, et pour Élise, elle pour Laurent. Mais la date gravée était différente. 25 avril 1983, le jour où devait se célébrer le mariage. Le cœur battant, Sophie comprit ce qu'elle tenait entre les mains. Ce n'était pas l'alliance de fiançailles retrouvée sur le banc, mais l'alliance de mariage, celle qu'Élise devait recevoir lors de la cérémonie, celle qui aurait dû être passée à son doigt par Laurent devant l'autel. Cette alliance qui était censée être en possession de la témoin, Cécile Garnier, pour être remise au prêtre le jour du mariage. Sophie se précipita dans le bureau de son supérieur, le commandant Olivier Ferreira. « Commandant, je crois que nous venons de rouvrir l'affaire Élise Fontaine. » Le commandant Ferreira, 54 ans, avait rejoint la Sûreté publique de Monaco en 1986, 3 ans après la disparition d'Élise. Il connaissait l'affaire comme tous les policiers de Monaco la connaissaient. C'était devenu une sorte de rite de passage. Quand un nouvel inspecteur arrivait, on lui racontait l'histoire de la fiancée disparue, le mystère jamais résolu qui avait hanté son prédécesseur Pascal Lenoir jusqu'à sa retraite. Ferreira examina l'alliance avec attention, relut le dossier complet et prit une décision. Cette alliance ne devrait pas être dans ce confessionnal. Elle devrait être soit chez Laurent Chevrier, soit chez Cécile Garnier. Retrouvez-moi ces 2 personnes. Les recherches prirent 2 jours. Laurent Chevrier était facile à localiser. Il vivait toujours à Monaco, dans le quartier du Larvoto, avec sa femme et ses 2 enfants. Il dirigeait maintenant l'entreprise familiale, après le décès de son père, en 1997. Sophie l'appela et lui demanda de venir au commissariat, sans préciser pourquoi. Dans sa voix, Laurent sut immédiatement que cela concernait Élise. Après 20 ans, ce pressentiment ne l'avait jamais quitté. Cécile Garnier fut plus difficile à retrouver. L'adresse à Lyon datait de 1984. Les vérifications montrèrent qu'elle avait changé plusieurs fois d'adresse, avait enseigné dans différents établissements avant de s'installer finalement à Grenoble en 1995. Elle vivait seule, n'avait jamais été mariée et enseignait toujours le français au lycée Champollion. Le 15 mars 2003, Laurent Chevrier entra dans le bureau de Sophie Arnaud. Il avait 51 ans maintenant. Les tempes grises, le visage marqué par les années, mais toujours ce regard intense qu'il avait sur les photos de 1983. Il s'assit, les mains crispées sur ses genoux, attendant. Sophie posa l'alliance sur le bureau entre eux. « Monsieur Chevrier, reconnaissez-vous cet objet ?» Laurent regarda la bague, et toute couleur quitta son visage. Sa main trembla quand il la prit, la retourna, lut la gravure. « C'est l'alliance d'Élise, celle que je devais lui passer au doigt le jour du mariage. Où l'avez-vous trouvée ? » Dans le confessionnal de la chapelle Sainte-Dévote, caché dans le bois. Un long silence suivit ces mots. Laurent fixa l'alliance comme si elle pouvait lui parler, lui expliquer les 20 années d'absence. « Je ne comprends pas. Cette alliance était chez Cécile. Cécile était la témoin. Elle gardait les 2 alliances pour les remettre au prêtre pendant la cérémonie. Comment a-t-elle pu se retrouver dans le confessionnal ?» Sophie se pencha en avant. « C'est exactement ce que nous devons découvrir. Quand avez-vous vu cette alliance pour la dernière fois ?» Laurent ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire. La veille du mariage prévu, le 24 avril. Non, attendez, c'était le 22. Cécile était passée chez moi récupérer les 2 alliances. Je les gardais dans leur écrin dans le tiroir de mon bureau. Elle devait les apporter à la répétition du lendemain à la chapelle. Il ouvrit les yeux brusquement. La répétition.
Élise et Cécile devaient se retrouver à la chapelle le 23 pour une dernière répétition avec le père Dominique, le prêtre qui devait célébrer le mariage. Cette répétition a-t-elle eu lieu? Je ne sais pas. Tout s'est effondré ce jour-là. Élise a disparu dans la matinée. Je n'ai jamais pensé à vérifier si elle était allée à la chapelle avant. Sophie nota tout cela méticuleusement. Le 22 mars, Cécile récupère les alliances. Le 23 mars, Élise disparaît, et l'alliance de mariage d'Élise se retrouve cachée dans le confessionnal de la chapelle où devait avoir lieu la cérémonie. Le lien était trop évident pour être une coïncidence. Monsieur Chevrier, je dois vous poser une question difficile. Cécile Garnier était-elle amoureuse de vous? Laurent parut sincèrement surpris. Cécile. Non, absolument pas. Elle était comme une sœur pour Élise. Je la connaissais à peine, en fait. Nous nous étions vus quelquefois lors de dîners, mais ce n'était pas mon amie, c'était celle d'Élise. Pourquoi me demandez-vous cela? Nous explorons toutes les pistes. Après le départ de Laurent, Sophie appela Grenoble. Elle joignit le lycée Champollion et demanda à parler à Cécile Garnier. La secrétaire lui expliqua que Madame Garnier était en classe, qu'elle pourrait la rappeler après 16 heures. Sophie fut claire. Dites-lui que la Sûreté publique de Monaco doit lui parler de toute urgence concernant Élise Fontaine. Je rappellerai dans 2 heures. Quand Sophie rappela à 16 heures précises, Cécile était au téléphone. Sa voix tremblait légèrement. « Vous avez retrouvé Élise ?»« Non, Madame Garnier, mais nous avons retrouvé quelque chose qui lui appartenait. J'ai besoin que vous veniez à Monaco pour répondre à quelques questions. De quoi s'agit-il? Je peux répondre par téléphone. » Il s'agit de l'alliance de mariage d'Élise Fontaine, celle que vous deviez garder en tant que témoin. Un silence total suivit. Sophie compta mentalement les secondes. 5, 10, 15. Puis la voix de Cécile, presque un murmure. « Où l'avez-vous trouvé? Je vous le dirai quand vous serez ici. Pouvez-vous venir demain? Je dois demander un congé à mon établissement. » Madame Garnier, je peux soit vous inviter à venir volontairement, soit émettre une convocation officielle qui apparaîtra dans votre dossier professionnel. Je vous laisse choisir. Je viendrai demain. Le lendemain, 16 mars 2003, Cécile Garnier arriva à Monaco en fin de matinée. Elle avait pris le train de nuit depuis Grenoble. À 47 ans, elle était toujours mince, les cheveux courts désormais grisonnants, le visage marqué par une expression de fatigue permanente. Elle portait un tailleur sombre, comme si elle se rendait à un enterrement. Sophie la fit entrer dans la salle d'interrogatoire. C'était une pièce sans fenêtre, éclairée par des néons blancs, avec une table et 3 chaises. Sur la table, dans un sachet transparent, l'alliance en or brillait sous la lumière crue. Cécile s'assit, son regard immédiatement attiré par la bague. Ses mains posées sur la table se crispèrent. « Madame Garnier, reconnaissez-vous cet objet? Et c'est l'alliance d'Élise. » Sa voix était à peine audible. « Comment le savez-vous avec certitude? »« Je la reconnais. » Et puis, elle hésita. « Il y a la gravure, non ?» Sophie ne confirma ni n'infirma. « Cette alliance était en votre possession, n'est-ce pas? En tant que témoin du mariage. » « Oui. Laurent me l'avait confié le 22 avril. Où devaient se trouver les alliances le jour du mariage? Je devais les remettre au père Dominique juste avant la cérémonie. Et où sont-elles maintenant? Où étaient-elles le jour où Élise a disparu? Cécile leva enfin les yeux vers Sophie. Dans son regard, il y avait quelque chose que Sophie avait appris à reconnaître au fil des années. La peur. Je ne sais pas. Après la disparition d'Élise, tout est devenu confus. Je ne me souviens plus exactement. Vous ne vous souvenez pas où vous avez mis les alliances de mariage de votre meilleure amie? C'était il y a 20 ans. Sophie ouvrit le dossier devant elle. Dans votre témoignage de 1983, vous avez déclaré n'avoir pas vu Élise le jour de sa disparition. Vous deviez la retrouver à la chapelle pour une répétition, mais elle ne s'est jamais présentée. Est-ce exact? Oui. À quelle heure deviez-vous vous retrouver? Cécile hésita. Je ne me souviens plus exactement. Sophie la fixa intensément. Madame Garnier, nous avons retrouvé cette alliance cachée dans le confessionnal de la chapelle Sainte-Dévote.
Caché, délibérément, dans une cavité creusée dans le bois, quelqu'un a voulu faire disparaître cette bague, et la seule personne qui devait avoir accès à cette alliance, c'était vous. Le visage de Cécile se décomposa. Des larmes se mirent à couler sur ses joues. Je ne lui ai fait aucun mal. Je vous jure que je ne lui ai fait aucun mal. Alors dites-moi ce qui s'est passé. Cécile prit une longue inspiration tremblante. Sophie sentit que le verrou qui tenait depuis 20 ans était sur le point de céder. J'ai besoin d'un avocat. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, Madame Garnier. Vous êtes témoin. Mais si vous préférez avoir un avocat présent, c'est votre droit. Cécile secoua la tête, les larmes coulant de plus belle. Non. Non, je veux parler. Il faut que je parle. Ça fait 20 ans que je porte ça. Sophie attendit, chaque seconde semblant durer une éternité. Nous devions nous retrouver à la chapelle à 11 heures, le 23, pour la répétition avec le père Dominique. Mais Élise est arrivée plus tôt. Elle m'a appelé à 10 heures. Elle était déjà là. Elle voulait me parler avant la répétition. De quoi voulait-elle parler? Cécile ferma les yeux. 2 jours avant, le 21, j'avais découvert quelque chose, par hasard. Je travaillais encore à Menton à l'époque, et un soir, en sortant du collège, je suis allé prendre un verre dans un bar du centre-ville. Et là, j'ai vu Laurent. Sophie se pencha en avant. Laurent Chevrier? Oui. Il était avec une femme. Ils étaient très proches. Elle lui caressait le visage, ils riaient ensemble, puis ils se sont embrassés. Ce n'était pas un baiser amical. Vous êtes certaine que c'était Laurent? Absolument certaine. Il était à 3 mètres de moi. Quand il l'a vu partir, je l'ai confronté. Il m'a supplié de ne rien dire à Élise. Il m'a dit que c'était une erreur, un moment de faiblesse, que ça ne signifiait rien, qu'il aimait Élise plus que tout. Il m'a juré que ça ne se reproduirait jamais. Sophie écrivait rapidement. « Et vous ne lui avez rien dit ?» J'ai passé 2 jours à me torturer. Devais-je détruire son bonheur 2 jours avant son mariage pour une aventure sans importance? Ou devais-je la laisser épouser un homme qui la trompait déjà? Je n'ai pas dormi. Je ne savais pas quoi faire. Mais finalement, vous lui avez dit. Cécile hocha la tête misérablement. Le matin du 23, elle m'a appelé. Elle était déjà à la chapelle. Elle semblait bizarre, anxieuse. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler, qu'elle ne pouvait plus attendre. Je suis venu immédiatement. Quelle heure était-il quand vous êtes arrivé? Environ 10h30. La chapelle était vide. Le père Dominique ne devait arriver qu'à 11h. Élise m'attendait assise sur un banc, au premier rang. Quand je suis entré, elle s'est retournée. Elle avait pleuré. Je le voyais à ses yeux rouges. Que vous a-t-elle dit? La voix de Cécile n'était plus qu'un murmure. Elle m'a dit qu'elle avait eu un pressentiment horrible, que quelque chose n'allait pas avec ce mariage. Elle sentait que Laurent lui cachait quelque chose. Elle m'a demandé si je savais quelque chose, si je lui cachais quelque chose. Sophie attendit. Le silence dans la pièce était absolu. Et je lui ai tout raconté. Les mots sortirent de Cécile comme un barrage qui cédait enfin après 20 ans de pression. Elle est restée parfaitement immobile pendant que je parlais. Je voyais les larmes couler sur son visage, mais elle ne faisait aucun bruit, ne disait rien. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé et m'a demandé « Tu es sûr? Tu es absolument sûr que c'était lui ?» J'ai dit oui. Et alors, quelque chose s'est brisé en elle. Sophie n'interrompait pas, laissant Cécile vider enfin le poids qu'elle portait depuis 2 décennies. Elle s'est levée, elle marchait en cercle dans la chapelle, les mains sur la tête, répétant « Je ne peux pas faire ça ». Elle pleurait de plus en plus fort. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. Élise était toujours si calme, si maîtresse d'elle-même. Mais là, elle était défaite. Et ensuite, elle a dit qu'elle devait partir, qu'elle ne pouvait pas l'épouser, qu'elle ne pouvait pas faire semblant. Elle a enlevé son alliance de fiançailles et me l'a donnée. Rends-la lui, dis-lui que je suis désolé mais je ne peux pas. Je lui ai dit d'attendre, de réfléchir, que c'était peut-être juste la panique pré-mariage. Mais elle ne m'écoutait plus. Elle est partie? Pas immédiatement. Elle est allée s'asseoir dans le confessionnal. Cécile s'arrêta, les yeux perdus dans le souvenir. Elle disait qu'elle avait besoin de réfléchir, d'être seule. Je suis resté debout dans la nef, ne sachant pas quoi faire. 5 minutes, peut-être 10.
Puis elle est sortie du confessionnal. Elle semblait avoir pris une décision. Elle m'a dit qu'elle devait quitter Monaco, recommencer ailleurs, que sa vie ici était finie. Vous l'avez laissée partir? Les sanglots de Cécile redoublèrent. Non, non, je n'ai pas pu. Et je lui ai dit qu'elle était folle, qu'elle ne pouvait pas tout abandonner comme ça, sa mère, son travail, sa vie, pour une aventure sans importance de Laurent. Je lui ai dit qu'on allait en parler avec lui, qu'il allait tout expliquer, que ça allait s'arranger. Et elle, qu'a-t-elle dit? Elle m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, une expression de pitié. Elle m'a dit « Cécile, tu ne comprends pas, ce n'est pas juste Laurent, c'est tout. C'est cette vie qu'on me demande de vivre, cette personne que je suis censé devenir. J'étouffe ici. Ce mariage était ma dernière chance de m'échapper, de devenir quelqu'un d'autre. Mais maintenant, je vois que même ça, c'était un mensonge. » Sophie fronça les sourcils. Un mensonge. Oui. Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas vraiment Laurent, qu'elle n'avait jamais vraiment été amoureuse de lui, qu'elle avait dit oui parce que c'était ce qu'on attendait d'elle, parce que Laurent représentait la sécurité, une vie meilleure pour elle et sa mère. Mais qu'au fond, elle se sentait prisonnière, et la trahison de Laurent, ce n'était que la confirmation qu'elle faisait une terrible erreur. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler différemment dans l'esprit de Sophie. Que s'est-il passé ensuite? Cécile prit une grande inspiration tremblante. Nous nous sommes disputés. Je lui ai dit qu'elle était égoïste, qu'elle pensait qu'à elle, qu'elle allait détruire sa mère en partant comme ça. Élise m'a répondu que sa mère s'en remettrait, que tout le monde s'en remettrait, que dans quelques mois on l'aurait oubliée. Je lui ai dit qu'elle se trompait, que sa disparition marquerait tout le monde pour toujours. Elle a parlé de disparaître, pas juste de partir. Elle a dit... Cécile s'arrêta, cherchant les mots exacts. Elle a dit qu'elle voulait disparaître complètement, recommencer comme si Élise Fontaine n'avait jamais existé, changer de nom, aller loin, peut-être en Amérique du Sud, où elle avait toujours rêvé d'aller. Et vous, qu'avez-vous fait? C'est là que le visage de Cécile se transforma complètement. La culpabilité qu'elle portait depuis 20 ans émergea dans toute son horreur. J'ai essayé de l'en empêcher. Physiquement, j'ai attrapé son bras quand elle s'est dirigée vers la sortie. Nous avons lutté. Elle essayait de se dégager, je la retenais. Et puis, le silence qui suivit sembla durer une éternité. Sophie savait qu'elle approchait du cœur du mystère. Elle est tombée. Ces mots, si simples, si terribles, flottèrent dans l'air entre elles. Comment est-elle tombée? Je la tirai en arrière. Elle s'est débattue violemment. Et soudain, elle a perdu l'équilibre. Elle est tombée en arrière. Sa tête... Cécile porta ses mains à son visage. Sa tête a heurté le coin du banc en pierre. J'ai entendu le bruit, un bruit horrible, sourd. Sophie sentit son estomac se nouer. Ensuite, elle ne bougeait plus. J'ai couru vers elle. Il y avait du sang, beaucoup de sang. Je l'ai secouée, j'ai crié son nom, mais elle ne répondait pas. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. J'ai cherché son pouls. Je n'ai rien senti. Vous avez appelé une ambulance. J'aurais dû. Les larmes coulaient sans arrêt sur le visage de Cécile. J'aurais dû immédiatement. Mais j'ai paniqué, complètement paniqué. Je me suis dit que c'était un accident, que personne ne me croirait, qu'on penserait que je l'avais tué volontairement. J'ai pensé à la prison, à ma carrière d'enseignante détruite, à ma vie finie. Qu'avez-vous fait du corps? Cécile prit plusieurs minutes avant de pouvoir parler à nouveau. Quand elle le fit, sa voix n'était qu'un murmure rauque. La chapelle était en rénovation à l'époque. Il y avait des travaux dans les fondations pour réparer des infiltrations d'eau. À l'arrière, près de la sacristie, il y avait un accès ouvert au sous-sol technique. Les ouvriers ne travaillaient pas ce jour-là. C'était samedi. Sophie comprenait maintenant avec une horrible clarté. Vous l'avez caché dans les fondations. J'ai attendu que la nuit tombe. J'ai fermé la chapelle de l'intérieur. Personne ne viendrait avant lundi. J'avais toute la nuit. J'ai descendu son corps dans le sous-sol. Il y avait un espace entre le mur ancien et le nouveau renforcement en béton qu'ils installaient. Un espace étroit comme une cavité. Vous l'avez muré.
Les ouvriers avaient laissé des sacs de ciment, des outils. J'ai travaillé toute la nuit. Je n'avais jamais fait de maçonnerie de ma vie, mais l'adrénaline et la terreur m'ont donné une force que je ne me connaissais pas. À l'aube, c'était fini. Le mur semblait presque intact. Les ouvriers finiraient le travail lundi sans se douter de rien. La pièce était plongée dans un silence horrifié. Sophie devait poser la question suivante, même si elle en connaissait déjà la réponse. Et l'alliance, pourquoi l'avoir cachée dans le confessionnal? C'était dans mon sac, les 2 alliances que Laurent m'avait confiées. Je ne pouvais pas les garder. Elles me brûlaient les mains. J'ai pensé à les jeter dans la mer avec l'alliance de fiançailles qu'Élise m'avait donnée, mais elle s'arrêta. C'était stupide, je sais. Mais j'ai pensé que si je cachais l'alliance de mariage d'Élise dans la chapelle, c'était comme si une partie d'elle restait là où elle aurait dû se marier. Et l'alliance de fiançailles? Je l'ai posée sur le banc du port, comme elle me l'avait demandé, pour que Laurent la trouve, pour qu'il comprenne qu'elle était partie de son plein gré. Je voulais que tout le monde pense qu'elle avait fui, qu'elle avait choisi de disparaître. Et vous avez réussi. Pendant 20 ans, Cécile hocha la tête misérablement. Chaque jour, je pensais qu'ils allaient la trouver. Chaque fois que j'entendais parler de travaux à Monaco, mon cœur s'arrêtait. Mais les années passaient et personne ne la découvrait. J'ai quitté la région parce que je ne supportais plus. Je voyais Élise partout, dans chaque jeune femme brune, dans chaque professeur de piano. Vous écriviez à Marguerite Fontaine? Je lui devais ça. Elle avait perdu sa fille unique à cause de moi. Je ne pouvais pas lui rendre Élise, mais je pouvais au moins partager mes souvenirs, même si chaque lettre me déchirait. Sophie se leva. « Madame Garnier, vous allez devoir m'accompagner. Nous devons vérifier vos déclarations. » Elle est toujours là, dans les fondations? Nous allons le découvrir. Le 17 mars 2003, une équipe de la Sûreté publique de Monaco, accompagné d'experts en anthropologie médico-légale et d'Enzo Benedetti qui connaissait la structure de la chapelle, commença les recherches dans le sous-sol de la chapelle Sainte-Dévote. Cécile avait décrit précisément l'emplacement. Derrière la sacristie, dans le mur nord qui avait été renforcé lors de travaux d'étanchéité en 1983. Les plans de construction de l'époque montraient effectivement qu'une nouvelle couche de béton avait été coulée contre le mur ancien pour prévenir les infiltrations d'humidité. À l'aide d'un radar à pénétration de sol et de caméras thermiques, l'équipe détecta rapidement une anomalie dans le mur. Une cavité d'environ 1,50 m de haut, 70 cm de large, 30 cm de profondeur, muré avec du ciment de composition légèrement différente du reste du renforcement. Le commandant Ferreira donna l'ordre de percer le mur avec précaution. L'opération prit plusieurs heures, chaque coup de marteau résonnant dans la chapelle silencieuse comme un glas. Quand l'ouverture fut suffisamment large, un anthropologue médico-légal s'avança avec une lampe torche. Dans la cavité, recroquevillé dans la position où il avait été placé 20 ans auparavant, se trouvait un squelette enveloppé de lambeaux de tissu beige et blanc. Les vêtements qu'Élise portait ce dernier matin. L'analyse ultérieure confirmerait l'identité grâce au dossier dentaire conservé par Marguerite. C'était bien Élise Fontaine. L'autopsie médico-légale révéla une fracture du crâne à l'arrière de la tête, cohérente avec un impact violent contre une surface dure et anguleuse. La position et l'angle de la fracture correspondaient exactement au récit de Cécile. Il n'y avait aucune autre blessure, aucun signe de lutte prolongée. La mort avait probablement été instantanée, ou quasi instantanée. Marguerite Fontaine, maintenant âgée de 75 ans, fut informée personnellement par Sophie Arnaud. Elle écouta toute l'histoire en silence, assise dans l'appartement de Beausoleil qu'elle n'avait jamais quitté. Quand Sophie eut terminé, Marguerite resta silencieuse pendant de longues minutes. Puis elle dit simplement « Au moins, je sais maintenant. Pendant 20 ans, j'ai imaginé tellement de choses terribles. Mais la vérité est encore pire parce que c'était un accident qui aurait pu être évité. » Laurent Chevrier fut également informé. L'homme qui avait porté la culpabilité de sa propre infidélité pendant 2 décennies apprit que sa trahison avait déclenché une chaîne d'événements menant à la mort de sa fiancée. La femme qu'il avait vue au bar de Menton
était une ancienne camarade d'université venue le voir pour discuter d'un projet professionnel. Le baiser avait été un moment d'égarement sous l'effet de plusieurs verres, un baiser immédiatement regretté. Il n'avait jamais revu cette femme et avait porté le poids de cette erreur sans jamais savoir qu'elle avait coûté la vie à Élise. Cécile Garnier fut mise en examen pour non-assistance à personne en danger et dissimulation de cadavres. Son avocat plaida l'accident et la panique, la jeunesse de Cécile à l'époque des faits. Elle avait 27 ans, et les 20 années de tourments psychologiques qu'elle avait endurés. En janvier 2004, elle fut condamnée à 3 ans de prison avec sursis et à 5 ans de suivi psychologique obligatoire. Le tribunal reconnut la nature accidentelle de la mort d'Élise, mais condamna fermement le choix de dissimuler le corps plutôt que d'appeler les secours. Dans sa dernière déclaration avant le jugement, Cécile s'adressa directement à Marguerite, présente dans la salle. « Madame Fontaine, je sais que vous ne pourrez jamais me pardonner. Je ne me pardonne pas moi-même. Chaque jour de ces 20 ans, j'ai vécu avec le fantôme d'Élise. J'ai détruit 3 vies ce matin-là, la sienne, la vôtre et la mienne. Je voudrais tellement pouvoir revenir en arrière, appeler les secours, faire les bons choix. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est porter cette vérité que j'ai cachée pendant trop longtemps. » Marguerite ne répondit pas. Elle quitta le tribunal sans un mot, retourna à son appartement de Beausoleil et ferma définitivement la porte sur cette histoire. Élise Fontaine fut enterrée au cimetière de Monaco le 23 avril 2004, exactement 21 ans après sa disparition. C'était un lundi, comme celui où elle devait se marier. L'office fut célébré dans la chapelle Sainte-Dévote, désormais entièrement rénovée. Le confessionnal avait été restauré et replacé à son emplacement d'origine, mais la cavité où était cachée l'alliance avait été soigneusement réparée. Sur la pierre tombale, Marguerite fit graver « Élise Fontaine, 1955-1983, professeur de piano, fille aimée, enfin en paix. » L'alliance de mariage, celle retrouvée dans le confessionnal, fut placée dans le cercueil avec Élise. Marguerite insista sur ce point. Sa fille n'avait jamais pu porter cette alliance de son vivant. Au moins, l'accompagnerait-elle pour l'éternité. Dans les mois qui suivirent, plusieurs choses changèrent à Monaco. Le père Dominique, qui avait été le prêtre de la chapelle Sainte-Dévote pendant 40 ans et qui avait toujours été hanté par le souvenir d'Élise, prit sa retraite. Pascal Lenoir, l'ancien inspecteur qui avait mené l'enquête initiale, fut invité à une cérémonie de reconnaissance pour son travail méticuleux qui avait permis, 20 ans plus tard, de faire le lien entre les différents éléments. Il vint, maintenant âgé de 65 ans, et déposa une rose blanche sur la tombe d'Élise. Laurent Chevrier ne vint jamais au cimetière. Il expliqua à sa femme toute la vérité sur Élise, cette histoire qu'il avait gardée secrète pendant leur mariage. Elle comprit enfin pourquoi, chaque 23 avril, son mari disparaissait dans un silence dont il ne sortait qu'au lendemain. Ils restèrent ensemble, mais quelque chose avait changé entre eux, une ombre qui ne partirait jamais complètement. Enzo Benedetti, l'artisan qui avait trouvé l'alliance, termina la restauration de la chapelle Sainte-Dévote avec un soin particulier. Il refusa toute rémunération supplémentaire pour son travail, considérant que c'était le moins qu'il pouvait faire après avoir été l'instrument de la vérité. Sur le registre de l'entreprise familiale, à la page consacrée à ce chantier, il écrivit simplement « Chapelle Sainte-Dévote, 2003 ». Certaines restaurations ne concernent pas seulement les pierres. L'histoire de la mariée disparue de Monaco devint une légende différente. Ce n'était plus le mystère non résolu qui alimentait les conversations, mais le rappel tragique que parfois, ce sont les petits mensonges, les petites erreurs, les petits moments de panique qui créent les plus grandes tragédies. Que la différence entre la vie et la mort peut tenir à un choix fait dans un instant de peur. Marguerite Fontaine vécut encore 6 ans après l'enterrement de sa fille. Elle mourut paisiblement dans son sommeil en février 2010, à l'âge de 81 ans.
Dans son testament, elle légua tous ses biens à une fondation qu'elle avait créée pour offrir des bourses d'études musicales aux jeunes filles talentueuses issues de milieux modestes, comme l'avait été Élise. La fondation existe toujours aujourd'hui. Cécile Garnier termina sa peine de probation en 2009 et démissionna de l'Éducation nationale. Elle travailla ensuite comme bénévole dans des centres d'aide aux victimes de traumatismes, consacrant le reste de sa vie à essayer de réparer, d'une manière ou d'une autre, l'irréparable. La chapelle Sainte-Dévote continue d'accueillir des mariages, des baptêmes, des cérémonies de toutes sortes. Les touristes visitent ce petit sanctuaire historique sans savoir qu'il a été, pendant 20 ans, le tombeau secret d'une jeune femme qui devait s'y marier. Seule une petite plaque discrète installée près de l'entrée en 2005 rappelle sobrement. En mémoire d'Élise Fontaine, 1955-1983. La vérité attend toujours son heure. Ce cas nous montre à quel point une simple panique peut transformer un accident tragique en mystère qui hantera des dizaines de personnes pendant des décennies. Élise Fontaine n'a pas été assassinée, elle est morte dans un accident stupide causé par une dispute avec sa meilleure amie. Mais le choix de Cécile de cacher cette mort plutôt que d'appeler les secours a créé 20 ans de souffrance inutile pour tous ceux qui aimaient Élise. Que pensez-vous de cette histoire? Auriez-vous pu imaginer que l'alliance cachée dans le confessionnal révélerait une vérité si tragique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette investigation qui a duré 20 ans, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus contre toute attente.